Je veux commencer avec des mots de Marie-Jérôme Lajoie. Mon vœu le plus cher est que nous arrivions à saisir les liens étroits, indissociables qui existent entre justice et paix. Convoqués par la pensée de Marie-Jérôme Lajoie, qui nous unit dans un seul but, celui de poursuivre ses actions et afin de privilégier un comportement responsable que nous croyons contribue à retrouver la lumière. Nous voulons connaître davantage la figure de celle qui a façonné à sa manière l'histoire du Québec, de l'éducation, du service social, du féminisme et de l'engagement des laïcs. Comment nous inspire-t-elle aujourd'hui? Bref, un dialogue qui nous permettra de réfléchir à l'avenir et ranimer la flamme par ses devoirs de mémoire. Les projets de production d'une petite série de podcasts, la célébration du 20e anniversaire du Centre et qui sera en lien avec l'histoire du Centre et le souffle que Marie-Jérôme Lajoie lui a donné. Sans plus tarder, accueillons l'invitation de Marie-Jérôme Lajoie. Marchons du pas à l'être de la confiance. Le Centre de formation sociale Marie-Jérôme Lajoie présente le matrimoine de Marie-Jérôme Lajoie pour l'engagement social. Témoignages et avenir. On va commencer à se mettre dans un état de réflexion pour voir comment est-ce qu'on peut célébrer le 20e anniversaire en 2022. Gisèle Turcot, j'aimerais que vous nous parliez des raisons d'être du centre ou en fait, pourquoi les Sœurs du Bon Conseil ont-elles pensé à créer ce centre Marie-Jérôme Lajoie? Vous savez, dans la société, là, dans les années 68, mai 68 partout dans le monde, là, ça a été quelque chose. Hein? Mais mai 68 au Québec, c'est la création des cégeps. Donc, c'est la fin des collèges classiques. C'est aussi les années où le gouvernement du Québec, avec le rapport Castonguay, avec le rapport Boucher au plan social, va devenir un État qui va répondre, qui va s'organiser pour les services sociaux, les services de santé. Donc, tout le rapport du monde religieux au monde social et à l'Organisation démocratique du Québec vient changer plein de choses. Et pour vivre tous ces changements-là comme communauté, Sœur Lorette, qui est ici, elle a été dans le Conseil général en 1973. Elle a dit un jour, il y avait le tiers des sœurs qui étaient aux études à plein temps dans les années 70, parce que là, il fallait se réadapter à tout un autre mode de présence, de participation, de contribution à la société. Donc, l'École d'action sociale, on l'a eu de 1931 à 1968 dans nos murs. Mais 68, ça devient le programme de technique en travail social du Cégep du Vieux-Montréal par la restructuration du monde de l'éducation au niveau du gouvernement. Alors, la première, celle qui était directrice de l'École d'action sociale de l'époque, elle devient la première directrice du département de travail social du Cégep du Vieux-Montréal. Et après ça, ça va donner la place à d'autres. Rendu en 95, on n'a plus d'école d'action sociale chez nous. On va à gauche et à droite, on va se ressourcer, on va à l'université, on va dans des centres sociaux, on participe au CPMO, le CP, peu importe. Mais on se dit tout d'un coup, peut-être que ça nous aiderait d'avoir une espèce de, on appelait ça un projet social. Puis là aussi, c'était le climat social dans le Québec. On a mis le doigt aussi sur des problèmes de violence. Là, la violence verbale, la violence conjugale, la violence sociale. Alors, on a décidé de travailler pendant 5 ans avec une vision qui disait qu'il faut travailler à lutter contre la violence avec d'autres, hein, pour rebâtir une société plus pacifique, plus paisible. Et c'est comme ça. Avant, c'était les sœurs qui avaient offert ça. Là, c'était le centre de formation qui allait nous amener dans la nouvelle façon. Nous, on allait à l'école du centre de formation sociale. Il y a une sœur qui était la première coordonnatrice, puis c'est Sylvie Boujon. Puis là, il y a eu toutes sortes d'ouvertures différentes, d'ouvertures nouvelles. Et ça marche depuis 20 ans. C'est ça que vous êtes en train de faire. Je trouve ça formidable. Hein?
Ainsi, les Sœurs du Bon Conseil, ou les Filles de Marie, comme disait l'autre, travailleuses sociales pour la plupart, vont mettre sur pied le centre de formation sociale Marie-Gérin-Lajoie. Et ce, dans le but de poursuivre les actions qu'elle a prônées et protégées durant tant d'années. En effet, la mission du centre portant son nom est de favoriser l'engagement citoyen responsable afin de lutter contre l'injustice et la violence sous toutes ses formes. Les activités privilégiées sont la réflexion sur les différents enjeux sociaux, la formation pour le développement d'une culture de paix et la médiation citoyenne. C'est toutefois seulement en 2002 que le centre sera incorporé et obtiendra un numéro de charité lui conférant le statut d'organisme de bienfaisance ou organisme communautaire, autonome et laïque. Encore à ce jour, et depuis donc 20 ans, le Centre Marie-Gérin-Lajoie œuvre à l'éducation par le biais d'activités de formation, d'ateliers, de réflexion et d'actions citoyennes promouvant la justice sociale, la non-violence et la paix. Les formations que le centre offre sont tout aussi pertinentes que le travail de Marie-Gérin-Lajoie et c'est pourquoi il importe de ranimer sa mémoire et de faire en sorte que l'œuvre se poursuive. Différents membres du centre Marie-Gérin-Lajoie ont accepté de partager leur vision de Marie-Gérin-Lajoie, la façon dont cette dernière et son œuvre les inspiraient, la façon dont ils pouvaient imaginer le futur. Camille Patry-Desjardins, qui a été la responsable de la formation, nous dit: En ce qui me concerne, ce qui résonne chez moi beaucoup à l'écoute de ces témoignages-là sur Marie-Gérin-Lajoie, que je connaissais très peu avant de commencer à travailler au centre, la question de la quête et de cette jeune femme-là, qui a été une jeune femme et qui s'est posé des questions sur comment contribuer, comment être là et de trouver finalement une résolution à ce genre de dilemme-là. Je peux dire que ça m'interpelle beaucoup. Et de savoir un peu cette quête-là qui a fini heureusement pour elle par se résoudre, moi, c'est quelque chose qui me donne du courage et qui me donne envie de m'impliquer et qui me donne envie de mieux affronter le doute aussi. Voici maintenant le témoignage de Annick Hernandez. Je suis Annick et je suis membre du CA du Centre Marie-Gérin-Lajoie. Moi, ce qui me touche et me rejoint dans Marie-Gérin-Lajoie, c'est tout ce côté du vivre ensemble. À l'époque, c'était le vivre ensemble, c'était ces deux classes qui devaient apprendre à vivre ensemble. Et aujourd'hui, c'est la multiplicité des communautés qui doivent apprendre à vivre ensemble, aussi bien sur le plan multiculturel, mais aussi, on est dans un temps où, par exemple, les notions de genre éclatent. Donc, il y a aussi, à l'intérieur d'une même communauté, prendre à vivre ensemble entre nous d'une nouvelle façon et d'une nouvelle ouverture. Et je pense qu'elle peut être sa foi dans la faisabilité, dans le fait que ça peut se faire et qu'en essayant, ça se fait. Moi, c'est un exemple qui me guide. Et je dirais que pour moi, ce 20e anniversaire et comment je souhaiterais, c'est cette diversification peut-être du centre vers ces nouvelles communautés ou d'autres communautés qui prennent une parole et une place plus importante, parce que ça ne veut pas dire que ça n'existait pas avant. Il y a toujours eu des problématiques de genre, mais là, ce sont des gens à qui on permet d'avoir une place et une parole de plus en plus, on permet, mais ils l'apprennent aussi, hein, c'est pas, ça va dans les deux sens. Donc, ce serait que le centre puisse aller dans ces directions-là. Voilà. La deuxième chose qui me frappe, parce que je suis anthropologue, c'est vraiment la personne dans son milieu. Donc ça, je trouve ça extraordinaire de travailler avec une personne dans son milieu, un peu comme les autochtones vont travailler avec une famille élargie. Et mettre ça de l'avant, je trouverais ça aussi important, ce rappel que c'est pas les êtres humains, je vais dire, ils sont des tissus sociaux, ils sont des tissus de relations, ils sont des tissus politiques. Et alors voilà, ce sont les deux points qui, moi, me touchent et m'aident à me redresser et à foncer, si je puis dire. La pensée systémique. Oui, c'est ça, tout à fait. Est-ce que certains ont une mémoire du centre? Moi, je pense que c'est autour de 1998 à peu près. Ma première raconte, c'était avec la sœur Blanche, la formation sur la méthode Vita, ce qui aujourd'hui qu'on peut appeler le mindfulness, que moi je poursuis depuis ce moment-là. Andrew Lushu.
Auparavant, moi, j'étais dans un milieu complètement différent. J'ai travaillé comme scénographe au théâtre. Puis, je me trouvais tout d'un coup avec un travail en santé mentale comme intervenant, avec aucune formation. C'était une chose qui est arrivée. Donc, j'ai commencé comme gardien de nuit dans une résidence pour personnes ayant des problèmes de santé mentale. Puis, j'ai rendu compte tout de suite que j'avais besoin de formations d'urgence, de travailler avec ça. Puis, j'étais au centre quand il était dans l'ancien couvent, quand il y avait la formation avec le lien, que j'étais commencé de faire des formations en communication non violente, de médiation, les choses comme ça. Puis j'avais commencé là vraiment ça, puis j'ai suivi. Ensuite, j'étais sur le conseil d'administration quelques années plus tard, pendant plusieurs années. Mais cette influence-là reste. Ça reste. Donc, j'étais très, très impressionné de vraiment voir l'implication de la fondatrice Marie-Gérald Lajoie-Fille, de savoir qu'aujourd'hui, même que je suis à la retraite, je continue beaucoup cette réflexion, la notion de la paix, de lutter pour la paix, que je trouve que c'est une chose, mais connexion entre l'action sociale, mais aussi l'action spirituelle, l'intérieur et l'extérieur. C'est ça l'harmonie qu'il faut trouver. Camille Patry Desjardins questionne. Est-ce que la communication non violente ou bienveillante, est-ce qu'on veut l'aborder comme étant quelque chose de purement interpersonnel ou est-ce qu'on ramène ça dans un contexte un peu plus social? On peut parler des relations de pouvoir qui existent, des inégalités. Donc, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ce contenu-là sur la non-violence dans les interactions, dans la communication, mais est-ce qu'on peut adopter un angle un petit peu plus méta? Parce que moi, c'est des questions que je me pose. Mais oui, le centre est vraiment dans son créneau de gestion des conflits et médiation. Donc, c'est clairement un héritage de la pensée de Marie-Gérald Lajoie, tel que je le perçois, qui se poursuit au centre en ce moment. Gloria Elisabeth Villamil, la coordonnatrice du Centre de formation sociale Marie-Gérald Lajoie, nous dit. Entre autres aussi, voir les liens étroits entre la paix et la justice sociale, c'est quelque chose qu'on doit encore approfondir parce que les formations que les centres donnent en ce moment sont axées sur la non-violence et la communication bienveillante, mais il faudrait développer davantage ces liens intrinsèques qu'il y a entre la paix et la justice sociale. C'est vraiment ce travail sur la justice sociale et de travailler sur les conditions pour que l'être humain puisse arriver à, après, pouvoir aller travailler à sa paix intérieure. Je vais parler en mon nom personnel. Il y a des conditions avant d'avoir s'occuper de sa paix intérieure et personnelle. Si tu te fais taper dessus tous les matins ou si tu peux pas manger, tout ça. Je pense que le travail du Centre Marie-Gérald Lajoie, il est essentiel dans ce travail en amont dans les communautés pour s'assurer qu'il y ait ces conditions.
Anne-Marie Claret, membre du conseil d'administration du Centre, renchérit. Je pense que, comme plusieurs l'ont dit, moi, ce que je trouve très inspirant dans le personnage de Marie-Gérard Lajoie, c'est on parlait beaucoup de double dimension, mais triple dimension, justice sociale, donc action sociale politique, tout le travail sur la paix, autant sur le plan socio-politique que personnel, et la spiritualité, qu'elle soit religieuse ou laïque. Et pour moi, la spiritualité, c'est comme un peu à la fois un moyen terme qui permet le social et la paix de se rejoindre dans une espèce de rituel ou de célébration ou les deux se travaillent ensemble pour que ça donne quelque chose de beau. Alors, le centre a toujours été un peu, je pense, inspiré par ces trois dimensions. Je pense que si Marie-Gérard Lajoie qui était encore présente aujourd'hui, bon, il faudrait qu'il reste beaucoup de travail à faire, là, mais en même temps, elle serait très contente de voir tout ce qui a été fait depuis le début dans les années 1900. Et je pense que le défi pour le Centre Marie-Gérard Lajoie, c'est de prendre acte, être conscient de qu'est-ce qui se fait. Alors, il faut être audacieuse, il faut être à l'écoute, mais en même temps, moi, j'aime bien la métaphore du sourcier. Pas le sorcier, mais le sourcier qui essaye de voir là où ça bouge parce que, par exemple, sur la question des femmes aujourd'hui, il y a tellement de choses qui se font partout. Des recherches féministes, il y en a dans toutes les facultés, il y a des bourses dans les syndicats. Les jeunes, maintenant, beaucoup les autochtones. La communication non violente, je me rappelle, avec Sylvie Goujon, elle était un peu une pionnière. Il y a plein de coachs de vie qui se font former dans des instituts puis qui donnent des cours de communication non violente très chers. Alors, comment on se situe si on ne veut pas devenir un institut de développement personnel, mais en même temps, justement, parce qu'on a cette dimension paix et spiritualité, on n'est pas seulement dans la défense de droits, on veut toujours intégrer cette dimension-là. Alors, je pense qu'il faut vraiment être à l'écoute de ce qui se fait pour trouver un peu notre créneau ou notre niche. Et puis, c'est un défi. C'est un beau défi, mais c'est pas évident. Parce que si on était dans un petit village où tout est à faire, mais là, on peut faire ci, on peut faire ça. Mais là, on dit, ça, il y a déjà du monde qui font ça. Ça, il y a déjà du monde qui font ça. Marie-Gérard Lajoie, c'était une innovatrice. Alors, innover ou en tout cas essayer de faire avancer des choses sans répéter ce qui existe déjà. C'est un gros défi. Camille Patry Desjardins. Très rapidement, de trouver dans un monde où il y a une offre de service qui est vraiment foisonnante, peut-être un peu trop, où ça peut être difficile de trouver un petit peu sa place sans perdre son identité. C'est ça, vraiment, de se donner la place et le temps pour l'expérimentation, en fait. Avant d'en arriver à l'innovation, il faut pouvoir expérimenter un peu et voir, essayer des choses. Donc, c'est pas toujours évident parce qu'on veut pas se planter, on veut pas perdre des privilèges ou du financement qu'on a déjà. Mais je pense que de parler de Marie-Gérard Lajoie non seulement comme d'une innovatrice, mais aussi de quelqu'un qui a su allier différentes échelles de regard puis différentes composantes de la vie en société, de pouvoir nous aussi aller de l'avant puis se mettre ensemble, de stimuler la réflexion et de continuer de l'avant. Par contre, il faut savoir d'où on vient, où on se situe et pas dédoubler des services qui sont offerts ou des formations qui sont très bien données par des collègues dans d'autres centres. Gloria Elisabeth Villamil. Les centres de formation à sa mission, ça reste quand même l'éducation, le fil conducteur de l'action sociale. Donc, on ne va pas perdre de vue, c'est tout simplement trouver sa place dans le monde dans lequel on est et de l'offre de services qui est vraiment riche et variée ici à Montréal et un peu partout dans le monde avec la mondialisation aussi des médias sociaux et tout. On a accès à des formations qui se donnent n'importe où dans le monde. Et dans ce sens-là, je crois qu'il est vraiment important de foncer vers un concept qui vient démontrer un peu les visages qui est le Québec actuel, le Canada actuel,
qui est devenu riche en visages de différentes couleurs et la diversité est tellement grande et aussi avec la possibilité de communication tellement ouverte, on peut pas passer de côté l'éducation à la citoyenneté mondiale parce que nous sommes citoyens du monde. C'est un concept que j'aimerais explorer à l'intérieur du centre et en discuter pour voir quel type de formation pourrait en découler. Et il y a tout un lien, il y a des enjeux liés à la paix qui se rattachent à être citoyen du monde. Donc, c'est vraiment un aspect très intéressant. Compte tenu de l'impact de Marie-Gérin-Lajoie dans le paysage québécois, on peut être étonné qu'il y ait si peu de choses, si peu d'institutions qui portent ce nom. Pouvez-vous nous dire à quel moment ou de quelle façon est venue l'idée de nommer le centre de formation sociale de la sorte? Je pense que c'est au temps avec l'arrivée de Sylvie Boujon, j'ai l'impression, parce que on nous avait bien dit de ne pas faire double emploi avec qui que ce soit, puis tout ça. Et puis, elle est arrivée avec son expérience des services aux collectivités de l'UQAM, puis aussi d'un autre groupe qu'elle avait fondé là, au plan écologique, je pense, environnemental. Il me semble que c'est à cette époque-là que ça a été nommé. Laurette Langlais. Moi, quand j'étais au conseil d'administration, nous avions fait comme un plan stratégique et une personne de ressources nous avait questionné sur ce nom-là. Elle trouvait que c'était peut-être pas tout à fait adapté. Et ensemble, on a décidé que c'était très adapté, que l'œuvre de Marie-Gérin-Lajoie pouvait être inspirante pour le centre. Alors, on a comme rechoisi le nom à ce moment-là. Là, c'est dans les années 2006-2008. Le centre change de nom? Il n'a pas changé de nom. C'est-à-dire qu'on a suggéré que ce soit un nom plus moderne, mais on n'a pas accepté, là. Puis, pas juste le CA, nos amis aussi. Merci Gisèle, merci Pénélope, merci beaucoup Isabelle. Merci, au revoir. Merci Gloria. Je suis vraiment ravie de tout mon cœur de la rencontre que nous venons d'avoir. Ça nous a permis d'approfondir pour ceux qui, comme moi, qui sont vraiment nouveaux dans la connaissance de Marie-Gérin-Lajoie. Mais c'est que vraiment, c'est une figure inspirante et que ce n'a pas été le cas juste dans le passé, mais que j'espère que ça va l'être dans le futur. J'aimerais aussi inviter à alimenter le sentiment d'appartenance. Nous sommes ici une petite équipe, mais disposée et disponible à vous accueillir dans nos locaux, soit pour nous saluer, mais aussi profiter d'un espace de lecture qui se veut aussi un espace de ressourcement et pourquoi pas un espace de paix. Mon nom est Isabelle Lemelin et je tiens à remercier les membres de l'équipe du Centre Marie-Gérin-Lajoie qui ont contribué à la production de ce podcast. Gloria Villamil, qui est la coordonnatrice du Centre Marie-Gérin-Lajoie. Camille Patry-Desjardins, la nouvelle responsable de la formation. Edgar Cardenas, qui est l'agent de communication et qui est aussi adjoint administratif. Je tiens également à remercier pour leur participation et leur générosité Gisèle Turcot et Pénélope Natacha Mavungu-Pamba, ainsi que les personnes qui ont accepté de témoigner de leur vision ou de leur passage et expérience au Centre Marie-Gérin-Lajoie, Camille Patry-Desjardins, Gloria Elisabeth Villamil, Annick Hernandez, Andrew Lou Chou, Anne-Marie Claret et Laurette Langlais. À la production, au montage et à l'animation, moi-même, Isabelle Lemelin.